Bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 27 septembre 2018, je suis Denis Voituron et je suis accompagné non pas d'une, non pas de deux, mais de trois personnes aujourd'hui. Donc j'ai évidemment Christophe et Richard, mais un invité qui va se présenter d'ici quelques secondes, qui est Jérôme Laban de la société Inventive. Et donc on va commencer d'abord par les habitués du podcast. Donc à ma gauche Christophe, comment vas-tu Christophe ? Ça va Denis, ça va très bien. Et c'est la reprise de mémoire, non ? Non, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Hein. On a fait la reprise avec un invité, on va dire. La reprise avec un invité, ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien, là, j'ai hâte parce que ça m'intéresse vraiment. Eh ben, on a fait passer vraiment. le message sur Slack aussi, puisqu'on discute avec les auditeurs hein, sur Slack du DevApps. Et on a eu quelques questions, on va en parler par après d'ailleurs. Et effectivement, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser pas mal de gens. Donc, on va voir. J'espère que notre invité va pouvoir nous expliquer ça clairement et que ça va susciter l'intérêt encore plus que ça ne l'est actuellement. Et donc, Christophe à gauche, à droite, Richard. Comment vas-tu Richard ? En forme ? Ça va bien, moi je suis très content aujourd'hui parce que dehors il fait une chaleur pas possible, plus de 30 degrés. Là tu te fous de nous là, hein. Moi j'en ai 4 degrés dehors pour le moment. Donc comme j'enregistre à la cave, donc ça va mieux. Et puis comme je suis un mauvais élève, j'ai rien préparé du tout, donc je vais découvrir et je vais poser certainement plein de questions. Ok, au revoir Richard alors, à bientôt, on se retrouve dans une heure. Merci d'être venu. Et voilà. Et donc, comme je le disais il y a quelques instants, hein, notre invité aujourd'hui, c'est Jérôme Laban. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Ici à Montréal, il fait plus frais. Hein. On a eu un été très très chaud, puis là, c'est en train de devenir quand même pas mal plus frais. On a un petit 6 degrés, 7 degrés le matin. Voilà. Plus vrai. C'est un peu comme Christophe et comme moi alors, parce que je suppose que Christophe, toi t'es pas loin de chez moi aussi au niveau géographique, donc je suppose que c'est à peu près la même chose. 4-5 ça pique degrés, le matin quand même maintenant. Ouais, hier il faisait 2 degrés au matin. On a remis sa petite laine pour sortir le matin. Au bout du. Oui Richard, désolé. On est au nord. Et donc, Jérôme, dis-nous un petit peu de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui ? On t'a demandé de venir nous discuter avec nous de quelque chose que vous développez, que vous utilisez. Mais de quoi s'agit-il ? Attends, on va un peu remettre juste Jérôme Laban qui il est, quoi. Tu veux d'abord le présenter ? Vas-y alors. Ça va. Non, mais juste comme ça, en fait. Jérôme, tu as bientôt 40 ans, je crois, de mémoire. Bientôt encore 2-3 ans, truc comme ça. Non, je viens de dépasser. Désolé. Écoute, moi, ça fait 3 ans que j'ai préparé l'émission, c'est pour ça. Tu l'as préparé, toi. Initialement, t'es français, puis quoi, ça doit faire à peu près une dizaine d'années que t'es à Montréal, un peu plus, je sais pas. C'est ça fait une dizaine d'années. Effectivement, j'ai travaillé en France dans quelques compagnies comme Winwise, par exemple, si ça réveille des souvenirs pour quelques personnes. Oui. J'ai été professeur à Epitech aussi pendant quelques années. Et puis, je suis parti travailler à Montréal pour aller expérimenter la neige et la chaleur de l'été. Et puis, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis chez Inventive. Et je développe des applications mobiles et depuis quelque temps la plateforme Uno. Et puis c'est ça. Donc là, je vais vous parler de tout ça pendant quelques temps. Voilà, t'es un architecte développeur. En gros, voilà. C'est ça. Architecte développeur. Je fais un petit peu. Je fais même beaucoup de DevOps aussi. Je fais vraiment de tout. Ouais. Et donc là, en fait, c'est pour le projet Uno. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire Uno entre nous, d'où ça vient, parce que ça, j'ai jamais trouvé. Mais c'est presque tout frais, quoi. Ça a une bonne année. Alors non, en fait c'est pas mal plus vieux que ça. Open source. Alors, open source, ça fait, en fait ça date de mai dernier, donc c'est vraiment très frais du point de vue public. Par contre, du point de vue interne, ça fait quand même très longtemps qu'on développe le projet. Donc l'idée ça fait presque 4 à 5 ans, on s'est posé la question, on s'est dit Microsoft a changé un petit peu d'épaule en termes de développement, le mobile on voyait un petit peu trop le fait qu'il commençait à mettre ça un petit peu de côté. Il y avait iOS Android qui commençait à prendre de l'allure, Xamarin qui était quand même pas mal présent. Puis à cette époque-là, on s'est dit on a plein de développeurs qui font du XAML à l'interne, 30, 40 personnes. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour continuer à pérenniser ces connaissances de développeurs, de design, de QA et tout ça. Donc on s'est dit
qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis on a commencé à expérimenter, à faire dire, ben, pourquoi sur iOS et Android on ferait pas du XAML? Puis, à l'époque, Xamarin Forms n'existait pas non plus. Il n'y avait pas vraiment de technologies similaires qui se présentaient. Et on a commencé à expérimenter sur iOS et Android, à faire l'équivalent d'un stack panel, d'un grid, puis de faire un petit engine binding pour arriver à avoir une idée si c'est plus intéressant que développer en Xamarin native. Parce qu'à l'époque, on s'était cassé un petit peu les dents sur une implémentation d'application directement en iOS et Android, mais en utilisant Xamarin. Puis, c'était pas évident. Le gros problème de ça, c'est que il faut avoir des connaissances à la fois sur iOS et Android qui sont pas forcément partageables. Il y a .NET qui est partageable, mais du point de vue de l'interface utilisateur, c'est très très différent et ça prend vraiment deux sets de développeurs séparés. Et c'était pas très intéressant. On voulait pouvoir réutiliser plus que ça. Ça vous enquiquinait que Xamarin n'utilise pas la même dénomination? Ça n'existait pas à l'époque. Xamarin Forms n'existait pas. Et puis, même quand c'est apparu après, ça faisait pas ce qu'on demandait vraiment. On voyait le XAML de Microsoft, du WP, puis de Silverlight, puis on voyait la puissance de tout ça, notamment en termes de styling, templating, d'animation et autres. Puis on a vu Xamarin Forms quand c'est apparu après. C'est presque un an après que ça a apparu. Puis ça suffisait pas. Il y avait pas assez de puissance dedans. Ça supportait pas assez de fonctionnalités. Donc on s'est bien implémenté Uno pour nos propres besoins, pour nos propres clients à l'interne. Puis c'est resté comme ça pendant à peu près 4 ans. Ah oui. Donc on a continué à développer, rajouter plein de fonctionnalités pour le UI et non UI aussi. Ça nous a permis de réutiliser nos connaissances de XAML, de .NET, et puis aussi de faire du cross-targeting avec UWP directement. Donc l'idée c'est de développer des applications sur UWP puis de les pousser sur iOS et Android. Et puis ça a bien fonctionné, on a continué pendant tout ce temps-là. Et puis récemment, il y a WebAssembly qui est arrivé, le support de WebAssembly. Et ça, je pense que c'est le new kid on the block, hein, comme on dit. C'est vraiment ce qui fait parler tout le monde. Je pense que vous aussi, ça vous intéresse. C'est ce qui a fait un peu soulever un peu, enfin, qui s'est fait connaître. Mais dis, vous avez été quand même, vous avez discuté avec Microsoft ou Xamarin? Oui, on a discuté avec Microsoft et Xamarin. Puis c'est toujours un petit peu compliqué de faire ce genre de choses parce que les différentes directions de Microsoft sont pas forcément évidentes à ajuster, les différentes stratégies, il faut arrimer tout ça. Puis finalement, c'était plus utile. Ouais, même chez eux. Donc c'est plus facile pour nous en fait en termes de comment dire, liberté. De communauté. On s'est posé, oui, puis de liberté aussi. On s'est posé la question, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à le faire à l'interne ou est-ce qu'on le publie à l'externe? Puis c'est tellement gros comme framework, on s'entend là. Uno, ce que ça fait en termes d'implémentation, c'est que on a pris toute l'API de UWP en entier et on génère en gros des stubs de la totalité de l'API pour iOS et Android. Donc ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel morceau de programme qui a été développé pour UWP peut être recompilé pour iOS et Android. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher, parce que forcément on n'a pas implémenté les millions d'API qui sont présents dans UWP, mais ça veut dire que pour une partie qu'on a choisie, qui permet entre autres de faire du UI puis quelques morceaux non UI, là on peut faire fonctionner une application directement sur iOS et Android et en grosse partie pour WebAssembly aussi. Et vous vous basez sur des couches existantes, donc on sait notamment il y a Mono, Xamarin se base en partie là-dessus. Vous faites la même chose, vous n'avez pas tout redéveloppé from scratch? Non, bien sûr que non. Donc l'idée c'est que en fait on s'accentue sur principalement la possibilité de faire du UI cross-platform, donc vraiment tout ce qui est XAML, l'équivalent de ce qui s'appelle Jupyter chez Microsoft. Là, donc c'est vraiment développer des bouts UI, des listes, des contrôles, des pop-up, des stack panel et autres morceaux du genre. Tout l'aspect graphique. Ouais. C'est ça, l'aspect graphique, mais aussi quelques morceaux qui permettent effectivement de faire du cross-platform. Par exemple, comment on fait pour aller stocker des settings quelque part? Ça, c'est pas forcément évident. Sur iOS, Android, c'est pas la même chose. Sur WebAssembly, c'est encore autre chose. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'API de UWP qui fournit tout ça déjà et de finalement abstraire l'accès à la plateforme par l'intermédiaire d'un API set connu qui est UWP. Ouais, c'est ça. Donc c'est utiliser vraiment ce que les développeurs, enfin nous on va dire au niveau Microsoft, on connaît au niveau .NET, de travailler quasiment de manière habituelle avec UWP et d'utiliser les mêmes fonctionnalités. On se demande même pourquoi Xamarin n'est pas parti sur cette idée-là au départ, parce que c'est plus logique à la limite plutôt que de recommencer à développer ses propres balises, ses propres manières de faire, quoi.
Le problème, c'est l'historique. Il se trouve que Xamarin a commencé Xamarin Forms avant d'être acheté par Microsoft. Mhm. Mais peut-être que il y avait des raisons, je sais pas moi, de propriété intellectuelle. Ouais, c'est ce qu'on a entodu parler aussi. Hein. On avait déjà C'est parlé de ça. possible. On n'a pas de raison claire sur la raison, pour le pourquoi de cette différence-là. Il y a peut-être aussi des raisons pour lesquelles, je sais pas, mettons peut-être les API 7 leur plaisait pas, puis peut-être qu'ils voulaient améliorer les fonctionnalités, parce que Microsoft est quand même resté sur une veine qui est très proche de Silverlight puis WPF, et il y a des problèmes de design qu'ils ont dû garder, des choix de design qui ont été faits il y a plus de 15 ans, qu'ils ont été obligés de garder. Donc c'est peut-être aussi pour ça, je le sais pas. Il y a pas de raison qui a été expliquée de manière claire. Ok, donc Uno, si je résume, c'est une plateforme on utilise, que vous utilisez, et ça permet donc de faire des applications mobiles. On va voir, il n'y a peut-être pas que des applications mobiles, ça tu vas nous le dire tout de suite, mais donc natives, quoi. On n'est pas dans de l'HTML par exemple embarqué ou des choses comme ça, on fait vraiment du natif pour iOS, pour Android, pour Windows. Alors c'est ça. Donc on peut faire les cibles en fait. C'est Uno n'est pas présent sur Windows. En fait, Uno c'est juste permettre de prendre du code du WP puis de faire rouler sur iOS, Android et WebAssembly. Ouais, sur Windows, tu le compiles classiquement avec les outils de Windows, quoi. Direct. Exactement. Uno n'est pas présent sur Windows. En fait, on est juste. C'est ça. Et puis Microsoft le fait déjà très bien, donc on va pas s'amuser à faire autre chose là-dessus. Sur iOS, l'idée c'est que on va simplement mettre à disposition de développeurs des contrôles dans lesquels l'API est la même que celle qui est présente sur Windows. Donc, par exemple, quand on définit un text block ou un text box, eh bien, en dessous, ce que ça va faire, c'est que on va aller utiliser les contrôles de la plateforme. Donc, par exemple, mettons qu'on est sur un text block qui permet d'afficher un morceau de texte, ben, on va utiliser en dessous le UI label d'iOS, et sur Android, on va aller utiliser le text view, puis sur HTML, donc dans un browser, on va aller utiliser juste un P, l'équivalent d'une balise P. Donc c'est ce genre de choses qu'on va faire. Ce que ça permet de faire, et c'est là la grosse différence avec d'autres modèles comme par exemple Flutter ou Xamarin Forms ou autres, c'est que on va vraiment réutiliser la plateforme de manière directe, mais on a aussi la possibilité de styler au pixel près. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier parce que souvent, on veut avoir un petit bout de la plateforme. Mettons par exemple le textbox. Ben, on veut pouvoir utiliser les fonctionnalités de la plateforme. Et l'exemple le plus commun pour ça, c'est vraiment, mettons qu'on appuie, on prend notre doigt puis on appuie sur une textbox, on laisse appuyer, il y a une petite loupe qui va apparaître en haut. Et cette petite loupe-là, on veut pas la perdre parce que c'est quelque chose que Apple a mis énormément de temps à développer et à stabiliser. C'est pareil pour Android, c'est pareil pour Windows et même pour dans les browsers. Et on veut pas réimplémenter cette partie-là. Donc on s'assure de faire en sorte que ce morceau-là reste actif, mais que si on veut mettre du chrome autour, donc vraiment, je sais pas moi, mettre un bord rouge, n'importe quoi d'autre, ben, on peut le faire. C'est des morceaux qui sont entre les deux. Donc Xamarin Forms permet moins de faire du styling comme ça, puis d'ajuster les éléments visuels. Et puis d'un autre côté, il y a Flutter ou d'autres comme Avalonia, qui est un framework qui ressemble à WPF, pour lequel eux, ils font du rendu au complet du UI, et là pour eux c'est plus difficile de suivre ce que la plateforme fournit. Donc on est entre les deux en termes de fonctionnement. C'est ça, donc si je comprends, parce que ça c'est aussi une discussion qu'on avait eue notamment une fois, Miguel Di Casa, donc, qui est responsable des projets Xamarin et historiquement aussi, il nous expliquait qu'en Xamarin, quand on utilise par exemple un bouton en Xamarin Forms, il est transformé en bouton iOS avec les limitations évidemment que la plateforme apporte. Donc ici, vous faites la même chose, mais vous rajoutez, enfin, vous choisissez éventuellement que ce soit un bouton natif iOS ou pas, en fonction des fonctionnalités demandées. C'est exactement ça. Donc il y a la possibilité avec le styling. Donc Microsoft avait déjà prévu ça il y a très très longtemps. En fait, quand on définit un bouton on n'a rien dedans. En fait, c'est vraiment juste une vue qui est vide. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre ce qu'on appelle les templates. Et dans les templates, on peut mettre ce qu'on veut. Donc on peut mettre un bouton natif, donc vraiment littéralement un UI button à l'intérieur, ou un button Android, ou un input control qui va être avec, un form control qui va être en HTML, ou on peut le dessiner en entier, c'est-à-dire on va mettre un text block, des borders, on va mettre des animations pour changer la couleur, faire du fade in, fade out, ce genre de choses. On peut vraiment faire les deux modèles. Et ben, ce que ça permet de faire, c'est si on veut aller vite, ben, on utilise les contrôles de la plateforme, puis ben, on se préoccupe pas trop, puis ça va bien. Mais si on a des designers qui sont vraiment pointilleux en termes de design, ben là on peut avoir littéralement la même chose sur toutes les plateformes, ou même des fois avec des petites altérations, mais c'est au choix du développeur, vraiment.
C'est ça, donc on peut aussi rajouter des paramètres ou des propriétés qui permettent de dire je veux faire ça que sur iOS ou que sur Android. Il y a moyen de cibler uniquement une plateforme alors. Absolument, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On a la possibilité d'utiliser, en fait, dans le XAML ou même dans le code, dans les faits, on peut préfixer avec un namespace en XML, iOS, Android, WebAssembly ou des combinaisons de tout ça, de façon à faire apparaître des morceaux de code spécifiquement pour une plateforme ou une autre. Ok. Moi, j'aimerais bien. Denis, je t'ai coupé. T'allais poser une question ? Non. T'aimerais bien. J'aimerais bien maintenant que tu nous montres. Ouais. Écoute, vraiment le premier pas. Tu m'ouvres ton Visual Studio et puis tu me fais un nouveau projet parce que bon, il y a des points de départ, il y a un Kickstarter Uno qui existe. Ouais. Tu pourrais me montrer ça justement. Allez, de but en blanc. Tu ouvres pas un truc nouveau, hein. Tu parles vraiment comme on va débuter. Et puis qu'est-ce que ça va faire ? C'est possible de faire ça ? Absolument. S'il te plaît, monsieur. S'il te plaît, monsieur. Absolument, c'est tout à fait possible. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un Visual Studio add-in qu'on peut installer depuis le marketplace de Visual Studio. Donc, il suffit juste de chercher Uno dedans. Et ce que ça va faire, c'est que ça installe en fait deux templates. Un qui est une librairie cross-platform. Ça, j'en parlerai pas trop pour l'instant, mais ça peut être utile pour les projets qui font des librairies. Et puis, une application cross-platform. Donc, l'idée, c'est vraiment, on fait un file new project de ça. On fait OK, ça va nous créer ce qu'on appelle un projet à plusieurs têtes. Donc, on va avoir un shared project au milieu, un projet partagé, un projet iOS, Android, UWP et WebAssembly. Et donc, ça set up tout ça directement. Il n'y a pas besoin de faire de magie autour de ça. Ça va mettre à jour le contenu au complet. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, ça crée directement ces 4 projets. Donc, le temps que Visual Studio s'ajuste. En fait, c'est 4 projets pour les têtes plus et un 5e projet qui est le partagé. Voilà. Ouais. Donc, là, si on regarde. Le partagé, je t'interromps, c'est une bibliothèque, donc une DLL qui va être compilée et partagée et fait intégrer dans les autres projets. C'est-à-dire, c'est une des questions que j'ai, c'est est-ce qu'on peut intégrer d'autres DLL qu'on aurait fait dans d'autres projets ou des DLL existantes? Oui, bien sûr. Alors, ça, le shared project, c'est un cas particulier. Ce qu'on appelle un shared project dans ce contexte-là, c'est pas une librairie. Hein. C'est vraiment, on réinclut les fichiers sources dans les 4 projets qui sont autour. Donc, c'est pas une DLL à proprement parler. C'est vraiment. Ça, on relie vraiment. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est l'équivalent des fichiers liés quand c'était utilisé avant que les projets partagés existent. Ouais. Par contre, il y a là quand même la possibilité d'avoir des librairies, vraiment des librairies à proprement parler. Hein. C'est pour ça que aussi il y a d'autres librairies qui existent comme MVVM Cross ou MVVM Lite ou d'autres morceaux comme ça qui sont vraiment des librairies à proprement parler. C'est des packages NuGet qu'on peut installer dans l'application et arriver à les faire fonctionner directement dans une application UWP et pour les autres targets avec Uno. Et il faut Imaginons quoi que comme... je ne souhaite. Juste pour terminer sur ça, il faut quoi comme requirement de base, comme fonctionnalité de base? Par exemple, j'ai en tête, on a déjà interviewé aussi Laurent Catu sur le Windows Community Toolkit, oui. Qui est là plus des composants fonctionnels mais graphiques aussi. Si on l'importe, oui. Ça va fonctionner. Et pour quelles raisons? Je veux dire, il faut que ce soit .NET Core, compatible .NET Core ou... Alors, il y a plein de réponses à tout ça. Pour le Community Toolkit, en fait, on a fait une réimplémentation de tout ça du Community Toolkit. En fait, on a recompilé le Community Toolkit pour qu'il fonctionne sur iOS, Android et WebAssembly. Ok. Et l'idée, c'est que vous pouvez là, en fait, sur le site le GitHub de Uno, il y a le lien. En fait, vous pouvez aller regarder l'application du Community Toolkit directement dans votre browser. On l'a compilé. Donc c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas réimplémenté toutes les API du WP. Elles sont toutes présentes, mais elles sont pas forcément implémentées. Donc ça veut dire qu'il y a certains contrôles qui vont pas fonctionner. Mais là, vous avez dû leur compiler parce qu'il y a des éléments graphiques. Si on prend JSON, Newton JSON par exemple, ou Newton Soft JSON, qui est plus là purement fonctionnel, il n'y a pas besoin de le recompiler, on le prend et ça marche. C'est ça, exactement. Okay. Du point de vue d'une application normale, tout ce qui est .NET Standard 2.0, tout ça, ça marche sans aucun problème. On peut l'importer, on peut importer n'importe quel package NuGet. D'ailleurs, récemment, là, je vais peut-être même vous le montrer très rapidement parce que c'est le morceau que j'ai travaillé dessus hier. Là. Ça, c'est une application que j'ai terminée hier soir, en fait, qui est un mélange de Uno, de Entity Framework, donc c'est du .NET Standard 2, SQLite et Roslyn. Donc là, en gros, c'est d'un côté un morceau de code qu'on peut exécuter. Donc ça le compile, ça génère un assembly en mémoire, ça l'exécute et ça exécute le code qui était ici, qui fait une manipulation de base de données en utilisant Entity Framework et ça met le résultat sur le côté.
voyez, donc ça, c'est un assemblage d'un tas de choses qui sont en .NET Standard 2. Il n'y a rien de modifié là-dedans. C'est intégré directement dans l'application et ça fonctionne dans le browser non modifié. Donc plus le temps passe, plus tout fonctionnera sans aucun problème parce qu'on sera en .NET Standard. C'est exactement ça. Est-ce que dans le projet que tu as créé, l'app 71, pour ceux qui sont sur YouTube, on aurait le droit de dire moi je refuse, je veux retirer iOS? Pas de problème. Il suffit juste de prendre le projet puis de l'enlever. Je le delete, c'est ça? Ouais, on le delete puis c'est fini. Il n'y a pas d'obligation de supporter une plateforme en particulier. Là, il se trouve que la template met tout ça d'un seul coup, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir ça. Alors, c'est sûr que garder l'application UWP, c'est quand même plus pratique parce que lorsqu'on ouvre un fichier XAML, l'IntelliSense fonctionne mieux là-dedans et surtout, il y a ce qu'on appelle le XAML Edit and Continue. Ça, c'est la partie qui est vraiment importante parce que ça permet de faire vraiment d'exécuter son application puis de la modifier en direct pour que ça fonctionne bien. Je pourrais éventuellement faire une petite démo de cette partie-là pour montrer la raison pour laquelle on a choisi cette direction-là. On va juste montrer une petite chose là pour les auditeurs qui vont essayer ça. Lorsque Microsoft en fait cette application-là, lorsqu'on ouvre un fichier XAML pour la première fois, ce qu'on va voir, c'est qu'en haut, il n'y a pas la barre de navigation. Et la raison pour laquelle ça fait ça, c'est parce que les fichiers XAML dans les projets partagés, il y a un petit bug dans Visual Studio qui n'a pas été encore corrigé. Donc là, c'était une question que j'allais te poser. C'est ça. Donc, c'est un petit bug qui existe. Puis forcément, on fait des choses que Visual Studio supporte pas par défaut. Donc, il faut l'aider un petit peu. Donc là, la bonne solution, c'est fermer le projet, le réouvrir, ça va faire en sorte que le designer va se remettre à fonctionner correctement. Donc là, et puis pour compiler le projet aussi, ça peut aider. Là. Puis une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver avec quelque chose qui va fonctionner correctement. Donc là, il va peut-être falloir que j'ajuste quelques petites choses, c'est une machine de développement, mais ça devrait fonctionner correctement. Donc là, une fois qu'on a compilé tout ça, là, on voit que maintenant dans le XAML, en fait, on a le sélecteur qui est apparu. Et là encore, un autre bug, c'est quand on sélectionne UWP, le designer n'apparaît pas. On a juste à fermer à nouveau et réouvrir, et cette fois-ci, le designer apparaît. Ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir ajuster avec Microsoft au fur et à mesure du temps. Mais voici ce que ça donne. Donc là, on a notre application avec notre designer XAML qui fonctionne, puis là on peut aller éditer le contenu directement là-dedans, puis là c'est le designer UWP normal. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, en fait ici tu es en train de modifier un fichier mainpage.xaml qui se trouve dans le dossier, enfin dans le projet partagé, Share, dont tu parlais, et donc ça reste cohérent avec tout ce que tu avais dit. Donc si je comprends bien, toutes les pages que tu vas créer, toute ta structure visuelle et fonctionnelle, tu vas a priori les définir à cet endroit-là. Exactement. Dans le dossier partagé. Exactement. Tout à fait. Donc, dans ce dossier partagé, en fait, on le définit, on peut écrire n'importe quoi. C'est vraiment du XAML, du code. Vraiment, la structure même de l'application, en fait, même le app.xaml.cs, pour lequel il y a le démarrage de l'application à l'intérieur, toute cette partie-là, tout va être présent dans cette partie-là. Donc, vraiment, Uno donne la totalité de cette API-là, ce qui fait que il y a rien à changer. Si on regarde la tête UWP, en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment juste le manifeste, puis le PFX, donc le certificat de signature. Ouais, pour iOS, il y a juste un main parce qu'on peut pas faire autrement. Ouais. Puis pour Android, il y a juste une main activity, puis qui est nécessaire, et un main. Pareil, donc vraiment juste le minimum du minimum. C'est le launcher, quoi. C'est juste les 3 commandes qu'il faut pour qu'on puisse démarrer et se connecter sur le reste. Ouais. Exactement. Et donc, en pratique, ça veut dire que, oui, à part peut-être... maintenant, même les assets se trouvent dans ce dossier partagé. Donc, en pratique, quand tu développes, tu n'utilises quasiment, ou tu ne vas a priori jamais dans le dossier ou dans le projet Android ou le projet iOS, alors. Tout à fait, c'est ça. On modifie pratiquement jamais. Vraiment, ce qu'on modifie, c'est vraiment les particularités qui sont spécifiques à chaque plateforme. Mettons qu'on veut changer le nom de l'icône ou ce genre de choses, ou changer les particularités de compilation, mais ça s'arrête là. On va pas aller plus loin dans l'implémentation. Alors, ce qui est intéressant avec les assets, c'est que Uno s'occupe d'aller transformer ces assets-là puis les rendre disponibles sur chacune des plateformes. C'est-à-dire qu'il va faire éventuellement des manipulations de scaling s'il y a besoin. On voit que c'est un scale de 100. Là, il va les ajuster puis les transformer en 2x, 3x, 4x si ça existe avec les différentes plateformes, ou sur Android, ça va être disponible aussi sous cette forme-là. Donc, on essaie de faire en sorte que le cross-platform soit le plus simple possible. Les ressources aussi sont présentes là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on définit des ressources ici, elles vont automatiquement se transformer et être disponibles sur iOS, Android et WebAssembly. Ah oui.
Ok, bah tout y est. Alors tu peux développer un projet complet. Et donc si tu prends ce projet-là, tu as juste besoin ici de créer un nouveau projet qui va, je sais pas, peut-être vers juste un Hello World, et tu appuies sur le bouton F5 et tout démarre et tout fonctionne. Exactement. Donc là, si je fais l'exemple avec UWP, je peux déployer directement mon application et puis je ne vais pas avoir de problème, ça va fonctionner correctement. Bon là, on tombe toujours sur le fameux bug de x86 là qui n'a pas été encore corrigé dans Visual Studio. Il faut se mettre en 64 bits, puis là ça va fonctionner. Mais une fois qu'on a fait ce développement-là, on peut aller modifier directement l'UI. Et normalement, la partie qui a été un catalyseur pour nous et le fait d'avoir gardé le XAML, c'est vraiment le designer de Visual Studio. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le fait de dire qu'on peut prendre notre application, la placer comme ça, et puis d'aller dans le XAML de la page et d'aller le modifier directement comme ceci. Et que ça va modifier le contenu en direct. Et ce qui est un gros gain de temps pour nous, c'est quand on fait des applications avec, mettons, là je définis un slider, un control slider, je le nomme, et puis si jamais je définis un binding de mon slider directement pour avoir la valeur de mon slider directement dans le text block qui est immédiatement au-dessus, si je vais chercher mon slider puis que je dis j'affiche la valeur, eh bien là, je vais avoir la valeur de mon slider qui va apparaître directement en haut. Et ça, j'ai pas eu besoin de redémarrer mon application pour modifier mes bindings, modifier la marge, modifier tous les morceaux qui sont ici. Et ça, c'est un gain de temps énorme parce que on a vite fait de perdre notre temps à redémarrer l'application plein de fois. Ça peut prendre du temps et surtout sur iOS et Android, ça peut prendre du temps. Plus l'application est grosse, plus c'est long à compiler et à lancer. Donc ça, c'est le catalyseur vraiment. Mais ce que tu fais ici, si tu le fais avec Android, tu devras à chaque fois recompiler. C'est ça. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de développer 95% de l'application sur Windows au pixel près. Et ensuite, là, on peut le faire maintenant. Là. On va aller modifier l'application. Là, j'ai fait mon slider pour UWP. Je vais aller sur WebAssembly. Là. Ça va être le plus simple. Là, je vais juste aller modifier le package NuGet pour que ce soit bien la version la plus récente. On va aller prendre juste NuGet ici. Et donc, on va prendre la version de Uno ici. On va prendre une version plus récente. Voilà. Et donc, si je compile mon projet WebAssembly ou Uno ou iOS ou Android, peu importe, là, ça va pas faire de différence. Ça va fonctionner directement. Et puis, je vais avoir mon application qui va donc là, je prends ma tête WebAssembly. Je build tout ça. J'attends un petit peu, ça fait un petit projet autour pour WebAssembly. Et voilà, donc là je vais aller prendre ça, puis je vais aller. Donc là, pour WebAssembly, en fait, ce que ça fait, la compilation, c'est que ça génère un petit site web sur lequel il faut aller dedans. Donc là, j'utilise Windows Subsystem for Linux. Et je vais aller me déplacer dans le chemin de l'output de mon projet. Et je vais aller dans Firefox ou dans un autre browser, puis je vais aller. Là, je lance un petit serveur qui est dans le répertoire de sortie. Et là, si je vais directement là-dessus, j'ai mon application qui va se lancer. Et ça ici. Ouais, faut le temps qu'elle charge. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc là, j'ai mon application. Non, parce que, en fait, il y a des petites, quand on fait des applications qui sont sur localhost, il faut bien faire attention au fait que le cache soit bien vidé à chaque fois, sinon on a des petits problèmes comme ça. Et donc là, voilà, j'ai fait mon application avec, vous voyez, j'ai changé la marge tout à l'heure, et puis je peux changer ça, puis ça bouge. Extraordinaire. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le dev loop, developer loop, là, vraiment la boucle de développement, de faire en sorte qu'on fait la majorité de notre application sur Windows, et on va faire les particularités de chacune des plateformes, vraiment en déployant le moins possible et en débuguant le moins possible sur les plateformes cibles. Et quand il y a des spécificités sur chaque plateforme, je pense notamment à l'interaction avec l'utilisateur, genre la localisation, genre de choses, là on est obligé d'écrire dans chaque projet ou... Ça peut être ça. Alors par exemple, mettons que je voudrais écrire... Mettons que je vais dans mon fichier ici, là. Je peux très bien dire ici que je vais prendre, en fait, il y a un certain nombre de defines qui sont déjà présents. Donc, par exemple, si je veux faire du Android, je peux, dans mon fichier C# de la main page ou dans n'importe quel autre, écrire __Android, puis écrire du morceau de code comme ça, qui va être spécifique à Android. Donc là, par exemple, super simple.
je vais mon slider, je vais prendre mon slider qui était ici, je sais plus comment je l'ai appelé, slider. Voilà, il me le prend pas parce qu'il a pas redémarré. Mais c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut mettre iOS de la même manière. Et puis, donc c'est underscore iOS underscore, donc c'est pas très très facile à écrire. Là. Et puis la même chose pour WebAssembly. C'est ça, donc c'est des instructions de compilation, quoi. Donc il ne fait vraiment même pas la compilation du code. Tu n'embarques pas du code pour d'autres plateformes dans ton application à toi. Exactement. On peut le faire aussi au runtime. C'est tout à fait possible de déterminer le type d'environnement aussi qui est disponible. Et il y a l'autre possibilité, ça c'est de le faire directement dans le XAML. Donc là, par exemple, je peux très bien aller dupliquer le namespace qui est ici. Donc là, je vais l'appeler April. À l'intérieur, je vais mettre un namespace que le texte pour l'instant fait pas beaucoup de valeur. Donc là, j'ai édité mon XAML. Dans les différents namespaces qui sont définis en haut, je définis un namespace particulier qui va s'appeler Uno UI Android. Et puis là, je vais utiliser la fonctionnalité de UWP qui est dans les ignorables. Donc, je peux ignorer des namespaces, faire en sorte que UWP ignore complètement le namespace que je lui donne. Donc là, je vais rajouter Android. Et puis, je peux très bien dire, je vais peut-être WebAssembly, en fait, ce serait plus simple. Comme ça, on pourrait le tester directement derrière. Et lorsque je fais ça, eh bien, très bien, derrière, je vais avoir, je peux très bien changer mon text block qui est en haut, ici, puis dire que le text block qui est ici ne va apparaître qu'en WebAssembly. Donc là, on voit que dans mon designer, il a disparu. Si je lance mon application UWP, mon text block ne va pas apparaître, mais si je lance mon application en WebAssembly, là, cette fois-ci, mon text block va apparaître. Ah ouais, ok. Tu peux faire la même chose pour des propriétés, parce qu'en général, c'est plus la différente marge sur iOS est différente que la marge sur Android par rapport au bord, je vais dire, et tu peux travailler de la même manière, quoi. Tu fais simplement le nom du namespace que tu as mis. Absolument. Donc là, je peux très bien mettre Wasm devant, puis là, je vais avoir mon background qui va être de l'application Application Brush, je sais plus lequel, ouais. Et ce sera juste en WebAssembly. Donc, on a la possibilité de faire ça. L'autre possibilité qui est intéressante avec ça, c'est que parce que tous les contrôles qui sont présents ici, sur iOS et Android en particulier, en fait, ils héritent directement de la plateforme. Donc là, ça veut dire que, par exemple, un grid, c'est vraiment un UI view. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ici, j'ai accès à des fonctionnalités que il y a juste iOS qui a le droit de prendre. Donc là, ici dans le designer, on les a pas, mais par exemple, si je veux utiliser des fonctionnalités de localisation ou de globalisation ou mettons d'accessibilité ou des stores disponibles ou les stores, je sais pas. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas accéder autrement. Ben là, je peux directement sur ma grid aller accéder à une propriété d'iOS spécifiquement. J'ai le droit de faire ça. Si je mets iOS 2 points, puis que j'écris, je sais pas moi, c'est d'accessibilité quelque chose là, et ben j'ai le droit de faire ça, puis d'utiliser quelque chose qui est iOS only. Ok. Donc ça veut dire aussi que si on prend quasiment toutes les applications que nos auditeurs ont déjà développées en UWP, à la limite ils l'ouvrent ou les importent simplement dans un projet ici de type Uno, et peut-être une ou deux modifications, je suppose, pour certaines API qui n'ont pas été encore terminées, mais sinon pour tout le reste, on recompile et c'est bon, quoi. C'est pas mal ça, c'est notre objectif ultime. Alors forcément, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas implémenté la totalité du WP, donc forcément il va y avoir des endroits où vous allez avoir une exception où juste le comportement sera pas le bon, parce que effectivement ça se peut que ça fonctionne pas. Mais dans le principe, vous prenez votre application, vous prenez le add-in de Visual Studio, vous faites un nouveau projet avec les add-ins, avec la template, ça va vous générer tout ça. Mm-hmm. Vous avez juste à supprimer le nouveau la tête UWP qui a été rajoutée parce que c'est pas la bonne. Prenez la vôtre, prenez tous les fichiers C#, les assets, les ressources et tout ça, vous les déplacez dans le projet partagé. Vous essayez de compiler et ça se peut que ça marche comme ça devrait. Vous pensez que vous êtes à un pourcentage de ça y est, l'objectif ultime où tout va fonctionner. Vous êtes à quel pourcentage à peu près? C'est très difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de variabilité là-dedans. Nous, l'objectif en fait en termes de développement pour Inventive, parce qu'on développe beaucoup d'applications avec, on en a développé presque une centaine. La majorité sont pas publiques parce que c'est des applications soit qui sont internes, soit des applications qui ont besoin de login, donc on peut pas les montrer à l'extérieur. Mais il y en a quelques-unes qui sont déjà disponibles. Et c'est vrai qu'on a développé un set de fonctionnalités qui est fait pour ces applications-là. Donc par exemple, si vous avez eu besoin de faire du text-to-speech,
on n'a peut-être pas développé cette partie-là de UWP, donc forcément, ça risque de pas fonctionner. Par contre, la majorité du UWP, grid, panel, pop-up, donc en termes de couverture, peut-être on va être à quelque chose comme 30% ou 40% de UWP. Mais forcément, ce pourcentage baisse à chaque fois que Microsoft sort une nouvelle version de UWP. Donc, on essaye de faire le catch-up un petit peu pour ajouter les contrôles qui manquent. Rien qu'au toolkit du WP, il y a du taf, non? Ben, non? Oui et non en fait, parce que c'est ça qui est un peu particulier, c'est que comme il y a beaucoup de choses qui a été développées déjà directement dans le Community Toolkit, il s'appuie sur un certain nombre de fonctionnalités lorsqu'on en active une, il y a 3 contrôles qui se mettent à marcher. Oui. Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde. Donc là c'est pour ça que par exemple on a la data grid qui a été rajoutée récemment. Elle fonctionne, elle est vraiment compliquée et elle fonctionne, elle est presque en train de fonctionner. Donc là par exemple j'ai les colonnes qui s'affichent, j'ai le tri qui s'affiche, il y a des petites fonctionnalités qui fonctionnent pas comme le resizing encore, mais ça c'est une fois que le Uno est corrigé, il y a plein de scénarios qui s'activent magiquement, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez une application, j'allais dire démo, qu'on peut télécharger sur le store d'iOS ou d'Android pour voir, pour que les auditeurs puissent voir un peu ce que ça donne concrètement? Oui, bien sûr. Alors donc on a, si je retourne dans Firefox, on a ce qu'on appelle le Playground. Donc c'est playground.platform.uno. Donc en fait c'est vraiment une application qui permet de montrer toutes les fonctionnalités d'interface graphique de Uno. Donc là ce qu'on voit c'est le site avec sur le côté une liste de snippets, donc vraiment des morceaux de code XAML. On va avoir ce qu'on appelle un XAML editor qui est en fait finalement juste une textbox avec du contenu qui va être parsé vraiment au runtime. Donc ça veut dire lorsqu'on tape quelque chose dedans, on a un XAML reader qui vient le lire et qui va générer un nouvel arbre visuel qui va être affiché sur la fenêtre de droite. Et dans la fenêtre du bas, on va avoir le data context, en fait, sous la forme de JSON. Donc on utilise JSON.NET pour parser ce code-là, ce JSON-là, puis le donner sous forme de data context à la vue qui est affichée sur la droite. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, lorsqu'on change, mettons, la taille de la font ici sur le premier morceau de texte, on va se retrouver avec un morceau de code qui va être réévalué directement. On voit qu'il y a un petit temps de rechargement, ce qui est normal, et ça a mis la fonte en plus gros que je viens juste de changer. Là on ne voit pas l'écran. Je sais pas si tu le mets sur un deuxième écran chez toi, mais on voit toujours le Visual Studio pour le moment. On voit toujours. Ok, tiens, c'est étonnant. C'est peut-être parce que j'utilise une autre fenêtre. Ok, bon, c'est pas très grave. Mais l'idée c'est que on peut changer cette partie-là avec tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la totalité des fonctionnalités de Uno ou une grosse partie des fonctionnalités de Uno comme les animations, les boutons. On peut aller créer des styles, on peut créer des images, regarder des listes. On peut vraiment tester les fonctionnalités de Uno en direct dans le playground. Alors, je peux me tromper, mais la question de Richard, elle était un peu plus, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment du concret? Je vais sur l'Android Play, le store d'Android, et je vais trouver, en fait, il y a Uno Gallery. C'est ça. Et Uno Gallery, alors là, tu vas me confirmer à 400%, c'est vraiment fait avec Visual Studio, et l'application, elle est sur l'Android Store? Oui, c'est fait avec Visual Studio, oui. C'est fait avec Visual Studio, c'est compilé sur VSTS, ça a changé, là, Azure DevOps, là. La même application est présente sur le Windows Store, sur le iOS Store, et elle est disponible en WebAssembly aussi. Parce que c'est phénoménal, je veux dire, ça marche du feu de Dieu, quoi, c'est le chapeau, quoi. Moi, merci. Ça me bluffe, hein. Moi, ça m'embête, en fait, tout ça, ça m'embête. Tu sais pourquoi? C'est parce que je suis arrivé à un stade où je sais très bien et pertinemment que mes développements doivent aller vers le web, pas ailleurs. Le côté universel, c'est le web. Du coup, Uno, voilà, on aime bien le XAML et le C#, on est à fond dedans. Parce que moi, j'aime pas Xamarin parce que j'ai pas envie de réapprendre, tu vois, l'idée. Je comprends ça. Et là, tu m'embêtes parce que est-ce que je vais faire de l'Angular ou est-ce que maintenant je vais faire ça? Puisque finalement, j'aime les deux. Mais tu m'embêtes, voilà. Oui, c'est notre objectif en fait. Pas d'embêtement, mais vraiment si on regarde un petit peu plus largement, si on parle spécifiquement du web,
la partie qui est problématique d'une certaine manière, puis pour beaucoup de développeurs. Hein. Et ce qui fait que, en tout cas, moi je pense vraiment là, que JavaScript a pris, JavaScript, pas forcément HTML, mais JavaScript a gagné sa popularité par le fait qu'il est tout seul. Vraiment, il y a pas le choix de faire de faire du JavaScript ou un dérivé de JavaScript. Et ça, c'est le gros problème et pas juste des développeurs pour faire du C#. Hein. On parle de quand on fait du WebAssembly, de tous les autres types de développement, C++, Rust, Go, Java, F#, C#. En fait, vraiment, il y a une large palette de langages qui n'avaient pas accès au web. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a un tas d'écosystèmes qui sont développés autour de ça. Node en fait partie, Angular, Vue, React Native et autres morceaux du genre, React puis React Native par extension. Et tout ça, c'est basé sur le fait qu'il y a que JavaScript qui est disponible pour le web. Et ça, c'est contraignant. Ça a exposé la créativité des développeurs et c'est très bien. Mais ça reste que c'est posé sur JavaScript, puis JavaScript il a son lot de problématiques à tous les niveaux. Donc, pour nous, c'est quand même intéressant parce que là, WebAssembly, on est vraiment au début d'une vague. On voit vraiment que le monde s'intéresse. Ils se disent, mais moi, j'ai pas envie de faire du JavaScript, j'ai pas envie de faire du TypeScript ou autre langage du genre, même si TypeScript c'est quand même pas mal mieux parce qu'il y a du type safety. Mais pas tout le temps. Donc, c'est le genre de choses qui fait en sorte que on se retrouve un petit peu coincé là. Tous ces langages qui deviennent disponibles pour le web, ils ouvrent énormément de portes, et notamment la possibilité de réutiliser du code qui a été écrit depuis les 20, 30 dernières années. Et ça a presque pas de prix, parce que réécrire quelque chose vers le web, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que JavaScript a son lot de particularités et tout le monde n'est pas prêt à réécrire ou à réinvestir dans une traduction de code peu importe la plateforme ou quel langage vers JavaScript. Et donc là, on essaie de fournir ça. C'est vrai ce que tu dis, et je pense que cette question du web et du JavaScript, ça fait des années, voire je vais pas dire des dizaines d'années, mais des années en tout cas que beaucoup de développeurs se la posent, et que des solutions, entre guillemets, des solutions alternatives ont essayé. On parle des ActiveX, des applets Java, il y a plein de solutions qui sont apparues, mais propriétaires, propres à chacun des fournisseurs qui voulaient mettre ça en place. Et c'est vrai que probablement que le WebAssembly, et je pense que c'est ça qui peut faire bouger un peu les choses, c'est que c'est basé sur un standard. Et quasiment tous les navigateurs modernes le supportent déjà actuellement. Donc ça a beaucoup plus d'avenir que ce soit que Microsoft qui dise tiens on va faire un ActiveX et autoriser tout ça mais uniquement pour dans le monde Microsoft quoi. Ici on a vraiment une ouverture sur des mondes beaucoup plus importants. Absolument, et c'est vraiment le point critique. C'est le fait que le standard est tellement simple, entre guillemets, là on s'entend que c'est pas si simple que ça, mais je veux dire, l'implémentation est tellement simple et bien définie, il y a assez peu de place à l'interprétation du point de vue de l'implémentation, que ils ont été capables de tous l'implémenter en l'espace d'une année. Donc on parle vraiment de Safari, Edge, Firefox, tous. Puis Safari en fait s'est mis à corriger un bug qui faisait que les applications mono ne fonctionnaient pas sur iOS 11. iOS 12 ça se met à fonctionner. Donc là vraiment on parle de toutes les plateformes majeures, support WebAssembly, mais ça fonctionne exactement pareil, peu importe la plateforme. C'est ça. Ça c'est le point vraiment qui est critique. Ok. Encore quelques questions moi par rapport à Uno. Donc on en a parlé rapidement au début. Uno maintenant, c'était pas le cas avant, mais depuis quelques mois est en projet open source. Pourquoi vous l'avez fait passer en projet open source? Qu'est-ce que ça peut changer et qu'est-ce que ça donne pour l'utilisateur comme avantage? On s'est trouvé face à un gros problème. C'est qu'à l'interne, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec Uno? Est-ce qu'on le vend avec des licences? Si on a à le supporter, on a le problème que il faut arriver à montrer que ça fonctionne bien, il faut faire des démos, les développeurs vont pas forcément nous croire, ça demande des licences qui sont assez grosses, puis qu'est-ce qui se passe si jamais Inventive disparaît du jour au lendemain? Là, on est pris avec une solution que, il y a plus personne qui est capable d'aller faire quoi que ce soit avec. Et donc, globalement, c'est des questions qu'on a eues très régulièrement, c'est qu'est-ce que je fais si vous êtes plus là? Donc là, on s'est demandé, est-ce que, puis il y a aussi le fait que WP c'est tellement large que ça prend. Microsoft a investi des millions dans WP. On n'a pas forcément la capacité d'investir des millions là-dedans non plus pour implémenter tout ça. Donc l'idée c'est de dire, on va partir sur un modèle de service, on va mettre une open source.
Et puis, si les développeurs veulent utiliser Uno, ils peuvent le faire directement s'ils veulent, avec les problèmes et les fonctionnalités qui sont déjà présentes et les fonctionnalités qui sont pas présentes. Puis, s'ils veulent l'améliorer par eux-mêmes, ils peuvent le faire et donner des pull requests. Et puis, si ils veulent aller plus loin là-dedans, là, on offre un modèle de souscription ou de service où là, finalement, on va mettre de la priorité sur du travail qui est demandé et des fonctionnalités qui sont demandées par ces clients-là. C'est ça, donc ça répond à deux questions. Si je comprends l'aspect open source, il y a un aspect de pérennité dont tu viens de parler pour le futur et pour les utilisateurs. C'est vrai que si nous on décide de l'utiliser dans 2 ans, que va devenir Uno, en open source c'est plus clair pour répondre à ça. Et il y a l'aspect communautaire. Tout le monde peut intervenir. Il n'y a pas que vous qui réalisez des modifications, des adaptations. On peut proposer des pull requests et elles sont analysées probablement par vous avant d'être validées, je suppose. Tout le monde s'y bien retrouve. sûr. Oui, tout à fait. Oui, on va placer la barre de qualité assez haut parce que on peut pas accepter tout et n'importe quoi forcément là. Mais l'idée c'est de dire que il y a forcément des gens qui ont des très très bonnes idées et puis qui ont besoin de fonctionnalités bien particulières. Ils vont les implémenter par eux-mêmes s'ils en ont besoin et ce sera tout bénéfice pour tout le monde. Et puis dans la communauté de développeurs, ça permet de faire connaître Inventive. Avant, nous ne connaissions pas Inventive. Effectivement. Ce qu'on se dit aussi, c'est que du point de vue du développement de notre bord, en fait, vu qu'on fait, on utilise notre produit. C'est pas comme si on faisait une librairie qu'on n'utilise pas. On a besoin que cette plateforme fonctionne. Donc, on peut pas se permettre d'intégrer n'importe quoi. On a besoin de quelque chose de stable. Et donc, c'est pour ça que on fait. Eat your own dog food. Hein, littéralement, c'est vraiment cette phrase-là. Donc, Microsoft le font plus, mais bon. Oh, quand même. Ça dépend quel domaine. Ils utilisent Azure, ils le font, mais le reste, ils ont oublié. Et au niveau justement alors production, si demain une société, nous on dit tiens je voudrais développer des applications mobiles évidemment avec Uno, c'est déjà dans un niveau suffisamment stable et on peut y aller pour des clients, le mettre en production. Oui, on est en production depuis un bon bout de temps. Maintenant, on arrive toujours au problème que quelle fonctionnalité vous allez utiliser dans Uno. Ça se pourrait que vous tombiez sur des fonctionnalités qui sont pas là ou qui ont peut-être été moins utilisées par nos applications, ce qui fait que ce sera peut-être moins bien. Mais la majorité des éléments visuels et de bootstrapping d'une application sont déjà présents. Donc oui, pour ce que l'on utilise, oui, c'est disponible pour la production. C'est prêt pour la production. La seule partie, c'est WebAssembly, parce que en dessous, Mono est encore expérimental. Et donc là, c'est moins prêt pour la production forcément. Microsoft ne vous ont pas invité au Summit? Lequel? MVP. Microsoft ne vous ont pas invité au Summit, au MVP Summit? Pas encore, mais peut-être que ça va arriver, on sait jamais. Tu es encore MVP? Non? Non, ça fait longtemps que je suis plus. J'ai beaucoup travaillé sur des fonctionnalités qui n'étaient pas publiques, notamment Uno qui n'était pas public, donc du coup je pouvais pas en parler. Mais maintenant je peux en parler, donc du coup c'est peut-être que ça va changer. Parce que j'ai remarqué que dans les communautés MVP, ça a discuté beaucoup autour de votre sujet. Ah on est bien content et on aime ça que toutes ces. En fait, on veut faire en sorte que tout l'écosystème évolue puis soit actif, que ce soit .NET, UWP, .NET Standard, NuGet, Visual Studio. Tout ça, on essaie de le pousser parce qu'on croit que la plateforme fait du sens dans toute sa richesse et notamment le web maintenant parce que c'est la target qui manquait. Vous avez un bureau à Montréal et un bureau à New York, pas de bureau à Paris? Non, pas de bureau à Paris encore, mais ça pourrait arriver, on sait jamais. Et au niveau roadmap, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est quoi il y a la stabilisation des WebAssembly, d'après ce que j'ai pu comprendre, et puis il y a d'autres choses bien particulières. Alors, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, oui, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter le support de librairies tierces le plus possible. Donc là, par exemple, il y a la librairie Prism qui a fait une nouvelle version il y a quelques jours. Donc l'idée, c'est de rebâtir et de juste faire un rebase de leurs produits, puis d'ajouter le support de Uno par-dessus. Vraiment, c'est implémenter le plus de fonctionnalités possible et aussi de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible sur WebAssembly. En ce moment, notre focus est principalement WebAssembly pour la vue externe, mais c'est vrai qu'à l'interne, on a aussi beaucoup de développeurs qui travaillent sur la partie iOS et Android pour stabiliser, faire la performance, faire améliorer la performance et tout ça. Donc, on a deux axes qui sont en simultané. Donc, en termes de roadmap, tout évolue très vite.
la raison pour laquelle en ce moment notre roadmap est pas très très claire, c'est que du point de vue de WebAssembly, en fait, on attend que Mono sorte la fonctionnalité d'AOT. C'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, le manque de cette fonctionnalité fait en sorte qu'en ce moment, les applications WebAssembly sont à peu près 50 fois plus lentes que ce qu'elles devraient être. Tu peux expliquer ce que c'est, cette fonctionnalité AOT? Alors, l'AOT, c'est vraiment, il y a plusieurs modes. Quand on prend une application en .NET, il y a 3 modes globalement pour faire fonctionner, pour faire exécuter du code. Le premier, c'est le mode JIT, Just in Time. En fait, c'est vraiment ce qui était là depuis le début de .NET. C'est, je prends le code, puis à la volée, je prends l'IL de .NET, puis je le transforme en code natif x86, ARM, x64. C'est le premier mode, celui-là qui était présent depuis très longtemps. Il y a un deuxième mode qui est le mode interprété. Celui-là, c'était moins présent. Mono l'avait il y a de ça très très longtemps, mais ce mode-là, il permet en fait vraiment de juste prendre l'IL et de l'exécuter à la volée. Donc c'est vraiment, il y a un gros switch dans le code qui va prendre toutes les instructions puis qui va les exécuter une par une. Et le problème de ce mode-là, c'est que il marche partout. Il marche sur toutes les plateformes, même les plateformes inconnues, mais il est très lent. Et il y a un autre mode qui s'appelle le mode AOT. Et là, celui-là est un peu particulier. En fait, c'est vraiment l'équivalent de ce que fait .NET Native pour UWP ou l'AOT qu'on va trouver sur iOS et Android en ce moment pour Xamarin. En fait, vraiment, ce que ça fait, c'est ça prend l'IL et ça génère un set de binaires natifs pour chacune des plateformes disponibles. Donc, par exemple, pour Android, si on dit qu'on veut x86, x64 puis ARM v7, il va générer 3 sets de binaires qui sont faits pour le device qui est en dessous. Pareil pour iOS, il y a 3 modes, il y a Bitcode, il y a ARM v7, ARM v8. On peut générer 3 binaires pour ça. Et donc là, il y a un mode de plus qui devrait arriver sous peu, qui est de générer du code pour WebAssembly. Là, en ce moment, le runtime pour Mono roule en mode interprété, ce qui fait qu'il est plutôt lent. Et là, la team de Mono est en train de travailler sur le fait de transformer de l'IL en WebAssembly directement sur la machine de build pour que dans le browser, il n'y ait plus rien à faire et que ça s'exécute à la pleine vitesse du CPU qui est en dessous. Oui, c'est aussi une demande de l'équipe de Blazor d'ailleurs. Absolument. Blazor a exactement le même problème. La différence avec Blazor, c'est que le code .NET est moins utilisé en fait parce que le UI est fait en HTML au complet. Donc, il y a moins de présence il y a moins de dépendance sur la performance d'exécution du code .NET. Alors que Uno, c'est 95% de code .NET, il n'y a pratiquement pas d'HTML et de JavaScript qui est exécuté. Ouais, c'est ça. Ok. Juste une dernière question. C'est un projet open source, donc je suppose le prix pour pouvoir l'utiliser ou le mettre en place, c'est gratuit. Je suppose. Et tu vas me confirmer ça. Donc, si on veut mettre un projet, on ne paye rien. Maintenant, est-ce qu'il y a du support? J'ai entendu parler tout à l'heure rapidement dans une de tes phrases qu'il y avait du support qui était possible par ta société. C'est des choses faisables aussi, si jamais on veut mettre ça vraiment avec du suivi derrière. Et donc ça, c'est la seule chose qu'on doit payer à ce moment-là, quoi. Oui, absolument. Donc là, notre objectif, en fait, c'est on a du support directement par Stack Overflow et Gitter, qui sont directement à partir du site du Git de Uno. Là, on a un certain nombre de développeurs qui sont et de la communauté, en fait, finalement, qui répondent aux questions. Et moi-même, je réponds aux questions sur ce canal-là. Bien sûr, on répond au fur et à mesure des questions. Ça ne veut pas forcément dire que si jamais il y a une fonctionnalité quand même, qu'on va l'implémenter là tout de suite. Mais c'est sûr que si jamais il y a une compagnie ou des personnes qui veulent un peu plus de choses, puis qui veulent du support un peu plus avancé, là oui, on vend le support directement. Super. Ok. Ben, moi j'ai toutes mes réponses. Je sais pas si pour Christophe, pour Richard, si vous avez d'autres questions. Moi maintenant j'ai plus de questions que de réponses. Ah non, quand même. Moi j'ai déjà quand même pas mal de réponses. Mais... Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour du produit là. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment passionnant. Maintenant, il faut l'essayer. Parce que en fait, tu vois, Blazor ou Angular, ou nous, j'ai l'impression d'avoir rien à apprendre en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le point que je trouve intéressant, que je résumerai effectivement, c'est qu'ici Uno reprend vraiment tout l'UWP, donc pas uniquement l'aspect métier, business derrière du code, c'est vraiment tout l'aspect visuel aussi, quoi. Alors que si on prend du Blazor ou d'autres types de techno, WebAssembly ou d'autres, ou même Xamarin Force, il faut quand même apprendre une partie, et il ne s'en cache pas d'ailleurs, Xamarin le signale, il faut prendre une partie du code iOS, de l'aspect graphique iOS ou Android, parce qu'on est limité aux fonctionnalités de ces plateformes-là.
Si j'ai une application à faire qui soit un peu plus bureaucrate qu'autre chose, putain, mais elle va être, je pense, vite opérationnelle en fait. Parce que si je vais aller sur Blazor, bah c'est de la bêta. Là où nous, on est déjà pas en bêta, on peut vraiment. La preuve, c'est que eux vendent des produits à leurs clients faits avec Uno. Et Angular, là, j'ai une phase d'apprentissage. Pourtant, j'aime bien, j'adore ce truc. Mais j'apprends. Je suis plutôt en phase d'apprentissage que Uno. Bah non, c'est bon, je peux y aller. Quoi. J'ai l'impression que je pourrais bientôt vendre mon produit avec une deadline. Donc c'est waouh. Ouais, c'est effectivement le cas. C'est vraiment notre objectif. Hein. On voit vraiment, et puis ça c'est présent aussi dans la partie Silverlight. On a beaucoup de développeurs Silverlight qui viennent nous voir et disent, ben moi j'ai une application Silverlight, j'ai investi des millions là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Et ben là, on a une solution pour eux. C'est-à-dire qu'on a un chemin de migration qui est quand même relativement simple à faire, d'aller directement vers UWP. J'ai pu prendre récemment, j'ai fait l'essai, j'ai pris le contrôle du Silverlight Toolkit, le control tree view du Silverlight Toolkit. Je l'ai ajusté un tout petit peu et il fonctionne dans Uno. Donc c'est pour vous donner une idée. J'avais vu, alors je l'ai pas vu dans le playground de ton site, enfin de votre assembly, votre site, mais il n'y avait pas l'Universal Toolkit qui était en démo en WebAssembly. J'avais cru le voir, mais le Community Toolkit. Oui, enfin le peu qui était déjà migré à l'époque, il y a quelques semaines. Oui, je pensais qu'il était dans le playground, mais il n'y est pas. Non, il n'est pas dans le playground. En fait, pour y aller, en fait, il faut aller sur le GitHub de Uno. Il y a la liste de toutes les applications qui sont disponibles en live. Donc il y en a à peu près 6 ou 7 là. Plus celle de SQLite et Entity Framework Core que j'ai rajouté ce matin. Ah ok. Bon, on mettra tous ces liens dans la note de l'émission. Ouais. Ben voilà, messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, en tout cas toujours très intéressant, je pense, ici aussi. Donc si je résume, mais très rapidement, Uno, pour moi, si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui permet de construire des applications natives pour mobile et pour web, via les WebAssembly, en utilisant le XAML, donc le WPF et le C#, utilisant toutes les technologies qu'on aime ici dans le podcast. Peut-être juste avant de se quitter, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, Jérôme, si on veut te joindre, quel est le moyen le plus simple? Un tweet, un email, autre chose? Le tweet, ça va vraiment bien. Là, c'est @JLABAN sur Twitter. Puis le Getter est pas mal aussi. Ok, ben parfait. Eh ben, messieurs, je vous remercie beaucoup en tout cas. Un grand merci à tout le monde pour cet épisode. Et on se retrouve pour nous, en tout cas, Jérôme et Richard, dans Christophe et Richard, pardon, dans un petit mois. Voilà, Christophe et Ribéry, ouais, il le sait pas encore. Non, Christophe, reviens, on veut que tu sois là. Non mais ça va, ça me gêne pas. Allez, merci beaucoup, bye bye. À bientôt, salut. Merci messieurs. Salut.